Mon père et moi passions beaucoup de temps à nous promener jusqu'à Ferndale, un parc au milieu de Hollywood, juste à droite de Western Avenue et de Los Feliz. Ferndale était un havre pour les marginaux, les hippies, les sans-abri. On se faisait parfois accompagner par 2 ou 3 amis de papa, Bud Whitlock, Art Pepper ou Lester Hobbs, un trompettiste auquel manquaient 2 doigts à la main droite, conséquence des fixes administrés dans sa main, puisqu'il avait épuisé toutes ses autres veines. La manière dont ces azous originels s'adaptaient au style de l'époque était intéressante. Ils portaient tous des rouflaquettes, des cheveux plutôt longs, des chemises à motif cachemire à grand revers, des pantalons pas de def, mais ils continuaient de cirer leurs souliers. Ils avaient tous la quarantaine bien sonnée à l'époque, mais restaient les plus cool. Un dimanche, nous nous dirigeâmes vers le Ferndale avec Art et Lester et 2 amis à moi, Gérald et Lorna, frères et sœurs noirs albinos. Ils avaient une allure plutôt étrange, avec leurs grosses afros blanches et leurs yeux roses de lapin blanc. Les autres enfants dans ma nouvelle école en avaient une peur bleue, en grande partie à cause de la sortie récente du film Le Survivant. Et tout le monde pensait que c'était des zombies atomiques. Ils vidaient les couloirs. Le Survivant passait au Star Theater avec Billy Jack, une double affiche de rêve pour un gamin en 1971. Étant l'ami officiel des sans-amis, je devins copine avec Gérald et Lorna quand nous fûmes tous 3 envoyés en cours d'éducation physique corrective, ou attardés, comme disaient les autres gamins. J'y étais à cause de mon asthme et eux de leur sensibilité à la lumière et à la chaleur. Ce dimanche-là, nous étions au Ferndale, 3 jazzmen junkies, 2 albinos noirs et moi, parmi des quantités de hippies, des gens qui écoutaient des magnétophones, des chiens et des bébés tout nus. Papa venait juste de m'acheter une télé portable Sony d'une 40aine de centimètres, équipée d'un bloc de batterie plus gros que la télé elle-même. On avait décidé de l'emporter au parc pour procéder à un essai. Le cerveau qui ne voulait pas mourir passait dans Chiller, mon émission préférée. À en juger par l'excitation qu'il générait, ce téléviseur devait être l'une des premières téléportables. On se retrouva avec une dizaine de personnes amassées autour de l'écran de 15 cm à fumer de l'herbe et à regarder Chiller. Papa, Lester et Art étaient tellement défoncés qu'ils prenaient des fous rires et faisaient des blagues idiotes à propos de pipes prodiguées par une femme décapitée dans le film. Ce jour-là, papa rencontra un esprit libre qui s'appelait Mélodie. Mélodie attira l'attention de papa et de tous les hommes alentour, alors qu'elle dansait avec un arbre, simplement vêtue de foulard en mousseline de soie, qu'elle avait noué en une sorte de robe improvisée. Elle vivait dans une communauté sur Van Ness, très jolie et très étrange. Mélodie mangeait de la nourriture pour chat, et avait un fils de mon âge qui chiait dans de vieux pneus entreposés dans leur cour. Une semaine après cette fête de l'amour dans le parc, papa mit au clou ma télé préférée. Je me rappelle alors avoir été en colère contre lui pour la première fois. Je compris qu'aucun amour, aussi profond soit-il, ne demeure éternellement intact.
Selon papa, Dizzy Gillespie me fit tomber sur la tête quand j'étais nourrisson. Ce fait le perturbait au plus haut point. Il disait souvent, bon, peut-être qu'il était défoncé, mais je crois qu'il voulait juste se faire mousser. Je n'ai jamais compris ce que cela signifiait. Il me semblait étrange de se faire mousser en laissant choir un bébé. Quoi qu'il en soit, ça lui restait en travers de la gorge. Il disait qu'il n'avait plus jamais eu confiance en Dizzy après cela, ce que je décidais d'interpréter comme un signe d'amour paternel. Je me suis souvent demandé si c'était la raison pour laquelle je n'ai jamais vraiment été fan de Dizzy Gillespie. Je ne suis pas certaine qu'il s'agisse là d'un premier souvenir. Peut-être ai-je simplement entendu mon père raconter cette histoire si souvent qu'elle me fait l'effet d'un souvenir. À l'été 1963, je vivais à Harlem avec mes parents. Papa jouait au Village Gate avec Charles Mingus. Il me dirait plus tard que c'était une pure torture de jouer avec Mingus et parlait du concert comme des 10 journées de Sodome et Gomorrhe. En plus, papa était le seul blanc-bec du groupe, ce qui était en soi une source de tension. Un jour qu'on se promenait dans la rue, comme on passait devant le kiosque à journaux, je m'arrêtais pour attraper un magazine, peut-être Life, avec Thelonious Monk en couverture. J'y déposais un baiser et je dis « Salut Monk ». Mon père, brûlant de fierté, me prit dans ses bras, me regarda de ses beaux yeux verts de gris et me dit « À partir de maintenant, tu n'es plus seulement mon bébé, tu es ma petite acolyte. » Ce jour-là, disait-il, c'est là notre lien éternel et on se mit à compter l'un pour l'autre plus que tout au monde. J'accompagnais parfois mon père à des jam sessions qui avaient lieu dans les maisons et les bungalows, et même une fois dans un appartement luxueux, de musiciens de jazz et d'amateurs dans tout Hollywood. Ce n'était pas toujours aussi excitant que l'on pourrait le croire. Sauf chez nos amis Stan et Ellie, l'atmosphère n'était le plus souvent pas très adaptée aux enfants. Nombreuses sur les fois où je fus accueillie par un personnage un peu trop cool qui grognait « Merde Joe, t'étais obligé de venir avec la gosse ». Ce à quoi papa se contentait de répondre « Va te faire foutre », car il n'était pas du genre à mâcher ses mots. En fin de compte, il me tolérait parce qu'il savait qu'ils avaient de la chance de s'attacher papa et son talent pour redorer leur blason. Ces soirées dégénéraient parfois en énormes branlettes collectives. Les gros égos étaient si nombreux à s'être réunis dans l'attente de l'apogée, l'inévitable solo en 8 mesures, que la pièce parvenait à peine à les contenir. Je me rappelle que papa m'avait raconté l'histoire de sa collaboration avec le groupe de Charlie Parker, en 1946. Le jeune Miles Davis en faisait également partie. Il répétait pour une retransmission en direct à la radio d'un concert au Final Club à Los Angeles. Papa raconte « J'accompagnais Bird et j'avais un mal de chien à comprendre ce qu'il attendait de moi. J'ai essayé plusieurs trucs, mais chaque fois que je le regardais, il se bornait à secouer la tête. Non. Contrarié, j'ai changé de rythme dans l'espoir d'obtenir son approbation. Toujours rien. J'ai fini par hurler « Va te faire foutre, Bird !» Il a dit « T'es viré, Joe !» Puis il m'a tourné le dos. Là encore, je sentais ses yeux braqués sur moi. Papa battait sans arrêt sa coulpe à propos de cet incident, disant qu'il n'était pas assez doué pour le suivre. Quand j'essayais de lui faire entendre que d'autres musiciens trouvaient qu'il était difficile de jouer avec Parker et qu'il devrait être un peu plus indulgent avec lui-même, je me faisais envoyer bouler. Il préférait, en bon catholique, rejeter la faute sur lui, surtout quand il était question de Parker, le dieu du saxophone alto. Je commis un jour l'erreur de lui dire que je préférais écouter Lester Young que Charlie Parker, ce qui me valut un « Qu'est-ce que t'en sais, bon sang ?» C'était vrai. Je ne connaissais que ce que j'aimais bien, mais dans le milieu du jazz,
souvent trop sérieux. Il semblerait qu'un goût ne soit valide que s'il est étayé par un mémoire de 20 pages. Cette attitude explique sans doute pourquoi bon nombre d'amateurs de jazz sont des cuistres assommés. Une étrange faune fréquentait ce milieu. Il y avait les bandes de jeunes d'une vingtaine d'années qui portaient le bouc et des lunettes et s'installaient dans un coin pour lire des textes de Lénine. Et le public branché du week-end, tout juste débarqué des palissades pour passer une nuit friponne dans la débauche de Hollywood. J'avais l'impression que les femmes n'étaient considérées que comme de jolies babioles, bonnes à récupérer les bouteilles et à vider les cendriers, ce qui était une grave injustice. Certaines femmes remarquables gravitaient autour de cette scène. Il y avait Ellie, une peintre talentueuse, dotée d'une gentillesse si sincère que cela m'emplissait souvent de tristesse. Puis Jean, l'enjôleuse, Jean Roth, qui avait fait ses débuts sous le nom d'Irma Rothman, avait été une sublime mannequin Dior lorsque papa l'avait rencontrée au milieu des années 40, sur la 52e rue. La 52e rue, entre la 5e et la 7e avenue, était alors le noyau de l'univers du jazz. On pouvait sortir d'un club pour se faufiler dans un autre qui lui était attenant. C'était comme se gaver à un merveilleux smorgasbord qui couvrait 2 rues. Tel était le prélude à l'une des nombreuses histoires racontées par mon père à propos de la 52e, où il avait connu l'illumination musicale à plusieurs occasions. Lorsque papa jouait pendant ces jam sessions, je me plantais près du piano et je m'émerveillais, comme tout le monde, devant le voltigement de ses doigts et le martèlement de ses pieds. Il était très physique, comme Monk, dans son rapport à la musique. Papa aimait être haut perché sur le clavier. Bien qu'il mesure plus d'1,80 m, il plaçait souvent un annuaire sous la banquette afin de dominer la situation. Parfois, il s'emballait vraiment. Il poussait des grognements et des gémissements. Il suait abondamment. Et d'après moi, jetait des regards noirs au piano quand il jouait. J'aurais voulu qu'il joue toujours en solo, et je me plaçais tout à côté de lui sur la banquette pour écouter Wait Till You See Her ou quelque autre morceau préféré. Je n'aurais jamais prétendu comprendre la place exacte de la musique dans sa vie. Il avait tendance à camoufler sa dévotion. Je sais simplement qu'il préférait jouer en solo et qu'il idolâtrait la musique d'Ellington, d'Arlen, de Strayhorn et d'autres à l'excès, au détriment peut-être de son propre potentiel en matière de composition. Manger chinois sur un canapé déplié. Regarder La fille de Dracula après minuit. Découvrir
la sublime poésie des messages des biscuits chinois. De par votre nature mélodique, le clair de lune ne rate jamais un rendez-vous. La porte bien fermée avec la chaînette, et papa à mes côtés. À coup sûr, le paradis faisait pâle figure et était même complètement ringard par rapport à ce bonheur absolu. Ensuite, l'homme se présentait à notre porte, en frappant à sa manière discrète, funeste, s'apprêtant à chier sur notre paradis. Et je levais les yeux pour m'assurer que le verrou était fermé. Un furtif coup d'œil en coin à papa qui, ce soir-là, était victorieux. Je lui disais, un vampire ne peut entrer dans une maison que s'il y est invité. Papa souriait, m'entourant de ses longs bras, et me répondait dans un murmure que nous n'inviterions pas le vampire. Et donc, cette nuit-là, son âme restait indemne. Mais la plupart du temps, mon cerveau de 7 ans ne trouvait rien d'intelligent à dire et la porte était ouverte. Après quelques échanges chuchotés, c'était l'inévitable voyage vers la salle de bain. Quand papa en émergeait, ce n'était plus pareil, et je m'empressais de feindre le sommeil en regrettant de ne pas pouvoir enfoncer de pieux dans le cœur de l'homme, s'il en avait un. Parfois, je voyais que papa avait besoin de l'homme, et on partait à sa recherche, même s'il m'avait seulement dit qu'on allait prendre l'air ou acheter du lait. On allait jusqu'à la boutique de spiritueux, un peu plus bas dans la rue, et on se postait toujours devant la même cabine téléphonique, où papa, gigotant nerveusement, feignait de passer un coup de fil sans que, mystérieusement, il n'y ait jamais la moindre mise en relation. Un soir, je vis l'homme en premier, et je ne lui en dis rien. Puis, 10 tonnes de culpabilité me tombèrent dessus, parce que papa tomba malade, sans que 2 bouteilles de sirop pour la toux puissent arranger quoi que ce soit. Je me débattais avec le bien et le mal, et n'arrivais à aucune conclusion. En général, l'homme le trouvait, et j'évitais son regard, de peur qu'il me jette un mauvais sort. Si ce n'est pas joli, ça, avait-il chuchoté, telle la mort, avant de caresser mes joues avec 2 doigts doux et froids qui resteraient à jamais sur mon visage.